Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Il est 9h32 et on parle évidemment de vous. C'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et justement, chaque mercredi sur France Bleu Gironde, c'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde qui est représentée ce matin par Maître Guillaume Latournerie. Bonjour Maître. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous de venir en direct sur France Bleu Gironde. Vous êtes notaire à Bazas. C'est ça. Il y a eu les beaux gras cette semaine. Oui, il n'y a pas longtemps. Ça va, la route s'est bien passée entre Bazas et Bordeaux. C'est très bien passé, oui. Bon, les notaires qui nous accompagnent évidemment dans toutes les grandes étapes de notre vie. Le mariage les rencontres amoureuses en font partie. En font partie, exactement. Avec toutes les formules possibles et imaginables, se marier, se paxer. Exactement. Souvent on a l'occasion donc de rencontrer nos clients à leur plus jeune âge au moment justement du contrat de mariage ou des questions relatives au Pacs. Et c'est souvent notre première rencontre et c'est là où c'est un moment très important pour nous et pour eux surtout. C'est la première relation de confiance qu'on a souvent avec son notaire. Finalement, le notaire, c'est le troisième membre dans un couple. C'est celui qui vous accompagne. Alors pour ces questions de régime matrimonial, mais pour la suite aussi, quand on veut se lancer dans l'achat d'une maison, d'un appartement. Il y a l'acquisition qui suit. Les enfants qui arrivent. Les enfants qui arrivent. Après, autour de la cinquantaine, soixantaine, on commence à parler de transmission. Et après, malheureusement, on finit avec les successions. Effectivement, les testaments, les partages. Et vous avez certainement des questions à poser à Maître Guillaume Latournerie qui est notaire ce matin. Vous composez le 05 56 19 10 10. Évidemment, donc on va aborder toutes ces questions de vie à deux sur France Bleu. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et il y a plein de Bordelais, de Girondins qui vont peut-être rencontrer aujourd'hui l'âme sœur et qui vont se lancer dans un projet de vie à deux. Maître Latournerie, on va rappeler tout d'abord aujourd'hui en France quels sont les différents régimes matrimoniaux possibles, les avantages et les inconvénients respectifs de chaque régime. Donc il y a deux grandes familles de régimes matrimoniaux, les régimes communautaires et les régimes séparatistes. Et il y a un entre-deux qu'on appelle la participation aux acquets, où en fait, durant notre vie de couple, on est sur une séparation de biens. Et au moment de la liquidation, on est sur un régime communautaire. Les régimes communautaires, c'est le régime de base en France. Si on ne fait pas de contrat de mariage, on est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquets. Qu'est-ce que ça implique alors ça implique que tous les acquets faits après le mariage sont communs aux époux et donc sont réputés appartenir pour moitié chacun. D'accord. Et ce qu'on possédait avant la date du mariage reste à chacun des Exactement. des époux. Et également ce qu'on reçoit par donation durant et par succession durant le mariage. Ça, c'est le contrat de mariage le plus fréquent, cette communauté. Alors ça, c'est quand on ne fait pas justement de contrat de mariage. C'est le régime le plus fréquent. C'est le régime légal parce que la plupart des gens ne font pas de contrat de mariage. Mais il y a une consultation en cours pour savoir si finalement la France ne serait pas intéressée pour adopter un régime de séparation de biens comme régime matrimonial légal en fait. D'accord. Parce qu'effectivement aujourd'hui la plupart de nos clients sont orientés vers un régime de séparation où en fait les époux gardent la gestion, l'administration et la propriété des biens qui leur appartiennent pendant la vie de couple et souvent on les oriente sur ce schéma-là parce que aujourd'hui les deux membres du couple travaillent et on a moins de distorsions sur les patrimoines des époux et ça protège également des dettes professionnelles parce que quand on est en séparation de biens, on sépare également les dettes. Combien coûte un contrat de mariage signé chez un notaire? Les frais, ça à peu près 300 €. 300 €. Un tout petit peu moins de 300 €, il me semble. Ouais. Et ce régime de séparation, il suit aussi les évolutions de la société. Exactement. Une France où finalement on divorce peut-être aujourd'hui. Pas forcément. Je pense pas que ce soit. Non, je pense que c'est surtout l'évolution de la femme en fait qui. On a plus situation professionnelle où aujourd'hui on a de plus en plus de membres du couple où les deux membres travaillent avec des salaires égaux et dans ce cas-là ne se pose plus ces questions de communauté où en fait on gomme les inégalités entre les membres du couple. Signer un contrat de mariage, imaginons je vais me marier le 1er avril, il faut que je m'y intéresse combien de temps avant? 2 mois avant. 2 mois avant, ouais.
Ouais, d'accord. 2 mois avant, parce qu'en fait, déjà, ça va être demandé au moment des formalités de la mairie. S'il y a un contrat de mariage, etc., il faut une attestation provenant du notaire. Et nous-mêmes, on a quelques vérifications avant de faire votre contrat de mariage à faire, et ça prend au moins 2 à 3 semaines. Bon, voilà, donc il faut s'organiser, être un petit peu prévoyant. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Et en cette Saint-Valentin, 14 février sur France Bleu ce matin, toutes ces questions de vie à deux, de couple, de mariage, de pax d'enfants, avec les conseils de notre notaire ce matin, maître Guillaume Latournerie, qui est notaire à Bazas et qui représente la Chambre des notaires. Maître, on a vu ensemble les différents régimes matrimoniaux aujourd'hui en France. Corinne à Bordeaux qui voudrait savoir si c'est possible d'annuler une donation au dernier vivant. Oui, c'est tout à fait possible, et ce qui est assez particulier, c'est que quand on fait une donation entre époux, on a les 2 époux dans notre bureau, l'un qui donne, l'autre qui accepte. En revanche, quand on l'annule, il ne suffit que d'une seule personne. Donc on a déjà vu le cas où des gens viennent faire une donation entre époux et 2 jours après, monsieur ou madame vient l'annuler sans que l'autre soit au courant, ce qui à mon sens est assez problématique. Qu'est-ce qui motive justement le fait de... Alors on peut imaginer dans le cas de Corinne à Bordeaux qu'une relation amoureuse qui allait bien au début se délite. Parfois, si on est sur des couples où il y avait des enfants qui étaient non communs, on a pu conseiller ce genre de pratique pour justement accroître la part du conjoint survivant. Et peut-être que si c'est les enfants qui ne sont pas de notre union, avec qui ça marche un peu moins, on peut être amené à annuler ce genre de donation. Et après, malheureusement, parfois on s'aperçoit de certaines choses dans le couple et on remet pas tout en question. On fait juste seulement les choses, on va dire, invisibles. Ça arrive souvent, ça, ou pas ? Rarement, c'est rarement, mais c'est marquant. Bon, ouais. Cécile, voilà pour Corinne à Bordeaux. Cécile Arcachon, alors la vie de couple, c'est aussi des gens qui aujourd'hui ne sont pas mariés mais sont pacsés. Et Cécile nous dit, nous sommes pacsés, nous voulons adopter. Cécile nous dit dans son message, on me dit que de nouvelles dispositions datant de l'année dernière facilitent l'adoption, notamment pour les enfants du conjoint. Alors là, évidemment, visiblement, Cécile et son compagnon ont des enfants d'une autre relation, et chacun souhaite adopter les enfants de l'autre. Alors effectivement, quand on est marié, c'est possible d'adopter les enfants du conjoint. Je vous avoue que je ne suis pas sûr pour les partenaires de Pacs, mais il s'avère quand même que généralement le régime des personnes mariées est souvent aligné avec celui des personnes pacsées. Donc là, je pense qu'effectivement c'est possible, mais il faut se rapprocher de son notaire pour qu'il fasse des petites recherches avant. Des petites vérifications, pour Cécile. Le Pacs, le régime du Pacs, justement on parlait des régimes matrimoniaux. Oui, alors il y a 2 régimes dans le Pacs, le régime de l'indivision et le régime de la séparation de biens. Le régime de la séparation de biens, c'est celui qui est attribué automatiquement, si on fait pas si on choisit pas le régime de l'indivision. Ça permet, pour un contrat de séparation de biens, que chacun conserve l'administration de ses biens et la propriété surtout. Bon, quand on se marie, ça c'est une question d'Anne-France à la Teste de Bûche, quand on se marie sans contrat de mariage, c'est le cas du fils d'Anne-France qui s'est marié donc sans aucun contrat. Anne-France nous dit, est-ce qu'il peut changer de régime matrimonial en cours de route ? Heureusement, oui. On peut modifier son régime matrimonial autant de fois qu'on le veut durant notre vie de couple. Et d'ailleurs, c'est pas du tout, c'est quelque chose qui est assez courant et qu'il faut se poser la question. Parce que notre patrimoine évolue et on peut être amené à changer de régime. Et la seule chose qu'il faut savoir, c'est si on a des enfants mineurs. Non. Mais par contre, s'il y a des enfants mineurs, il peut y avoir une homologation du juge pour vérifier l'intérêt des enfants justement suite à ce régime matrimonial. Ce changement de régime, il a un coût également ? Il a un coût. Alors, s'il n'y a pas d'apport, c'est un acte, il me semble, à peu près autour des 300 € aussi. Mais après, souvent, on en profite en fait pour faire des apports à la communauté, parce que souvent, les gens ne se posent justement pas forcément les questions avant de se marier. Et on a souvent, nous, dans notre étude, le cas où les gens, un membre du couple est propriétaire d'un terrain, par exemple. Le couple marié va construire une maison dessus et ils apprennent quelques années après qu'en fait il n'y en a qu'un seul d'eux qui est propriétaire du bien, et c'est à ce moment-là souvent qu'on fait des apports à la communauté, etc., pour justement gommer ces inégalités. Bon, il y a finalement des tonnes de bonnes questions à se poser avant de s'engager dans une vie amoureuse. Claude à Mérignac qui nous écrit, Maître Latournerie, je considère les enfants de mon compagnon comme mes propres enfants. C'est vrai que les schémas de famille, ils ont beaucoup changé. Claude qui nous dit donc, les enfants de mon compagnon, est-ce qu'ils peuvent devenir mes héritiers ? On peut faire effectivement une adoption simple, et dans ce cas-là, fiscalement et civilement, ils sont héritiers du conjoint
de leurs parents, bon, de leur mère ou de leur père. Ouais. Sans faire d'adoption, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, en fait, c'est pas que c'est pas possible. C'est pas mais très avantageux fiscalement. C'est 60% parce qu'on est considéré comme un tiers. Ouais, 60%, ça peut faire très. Oui, ça fait beaucoup. Mais après, si on veut être généreux, pourquoi pas. France Bleu Gironde, à votre service. 9h50, c'est la Saint-Valentin. Question spéciale Saint-Valentin dans vos questions au notaire avec la Chambre des notaires de la Gironde et maître Guillaume Latournerie qui est notaire à Bazas. Plein de questions sur nos réseaux sociaux. Emmanuel à Bordeaux qui nous écrit: maître, nous sommes mariés sous le régime de la séparation. Nous réfléchissons à faire une donation au dernier vivant. Nous avons 4 enfants, dont 2 majeurs. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors, déjà, par rapport à un changement de régime, le fait que les enfants soient majeurs, mineurs, il n'y a aucune incidence. On n'a pas besoin de l'accord des enfants pour faire une donation au dernier vivant. La donation au dernier vivant permet juste au conjoint survivant de moduler ses droits au moment du décès du premier conjoint, du conjoint prédécédé, et de pouvoir prendre plus sur cette succession. Donc ça permet effectivement d'accroître les droits du conjoint survivant. Ces questions de transmission du patrimoine, il faut se les poser à partir de quel âge ? En soi, il y a pas d'âge parce que un accident, voilà, on a toujours le cas avec des accidents et d'un point de vue civil, justement, cette donation entre époux, elle est assez importante pour les décès qui arrivent relativement jeunes, où on a du mal à savoir de quoi on a besoin pour l'avenir. Après, quand on a des décès qui interviennent, on va dire plus tard, c'est presque souvent des questions fiscales par rapport à cette donation entre époux, mais civilement, c'est surtout pour se prémunir d'un décès jeune que c'est intéressant. Et commencer à transmettre son patrimoine également à ses enfants, là aussi c'est fiscalement intéressant. Ouais, si on commence, si on s'y intéresse plutôt exactement, possible. Ouais. Sur Bran, alors Lucie, une question. En cas de décès, comment doit se faire le partage des meubles et des bijoux ? Et Lucie qui nous dit: certains bijoux ont une valeur sentimentale, comme des bagues que ma mère destinait à ses petites filles. Est-ce qu'on doit les inclure dans la succession ? Alors on doit inclure tout dans une succession. C'est certes assez compliqué quand on a des biens qui n'ont pas de valeur patrimoniale, mais surtout sentimentale. Mais effectivement, dans une succession, on inclut tout. Et si les héritiers, malheureusement, n'arrivent pas à s'entendre sur le partage, c'est judiciairement que des solutions sont trouvées. On peut revenir combien d'années après sur une succession ? Les délais de prescription, c'est 10 ans. 10 ans. Ouais. Quand on oublie un héritier, etc. Donc, c'est 10 ans. Donc, à partir de la connaissance du décès. Donc, il faut bien faire les choses pour éviter les problèmes qui peuvent survenir 5, 6, 7 ans après. C'est ça, exactement. Jean-Luc à Lanton va reparler du Pacs. Voilà l'angoisse de Jean-Luc qui nous dit: nous sommes pacsés. Si ma conjointe décède avant moi, est-ce que je pourrais continuer à habiter la maison qui lui appartient ? Est-ce que ces 2 fils peuvent me contraindre à partir ? Alors, il y a le droit temporaire au logement pour le partenaire de Pacs. Donc ça dure 1 an. Pendant 1 an, le partenaire survivant peut rester dans le bien. Après, passer ce délai-là, s'il n'y a pas de testament à son profit, effectivement, ce sont les enfants qui héritent du bien et qui, dans ce cas-là, pourront lui demander de partir. 1 année de répit et ensuite il faudra bouger. Voilà pour Jean-Luc à Lanton. En conclusion, maître, toutes ces questions de vie à 2, vie de couple, vie de famille, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son notaire. Ouais, parce que souvent, il y a des problèmes dont on n'a pas connaissance et effectivement, lors des rendez-vous, on s'aperçoit très rapidement que les situations auraient pu être bien mieux gérées si les gens avaient poussé les portes de nos études des années avant. Et on rappelle que chez les notaires, les conseils sont gratuits. Exactement. Ce sont les actes qui sont payants, donc ne pas hésiter à prendre des rendez-vous et poser vos questions. Merci maître Guillaume Latournerie, notaire à Bazas, de m'avoir reçu. Et mercredi prochain, retour des notaires sur France Bleu Gironde entre 9h30 et 10h. À bientôt. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.